C'est une vidéo un peu inhabituelle, mais comme je m'intéresse non seulement à l'histoire romaine, mais aussi aux films, j'ai pensé qu'il pourrait être une bonne idée d'explorer certains films situés à la fin de l'Empire romain, l'époque de l'Empire romain, qui est le principal focus de cette chaîne. Parce que nous savons qu'il y a une prédominance énorme de films qui se déroulent à la fin de la République romaine et au début de l'Empire romain, nous avons vu d'innombrables films sur César, sur Auguste, lorsque Rome était à son apogée. Mais qu'en est-il de l'Empire romain tardif, lorsque les bons moments étaient déjà terminés, lorsque le déclin commençait à s'installer? Existe-t-il de bons films situés dans cette période fascinante, qui est d'un intérêt primordial pour moi et pour toute personne intéressée par l'Empire romain tardif? Le roi Arthur raconte l'histoire du légendaire roi Arthur, qui dans cette interprétation cinématographique de l'ancienne légende britannique, est un commandant romain appelé Artorius Castus. Bien sûr, tous les personnages célèbres de la légende arthurienne sont également présents ici, Merlin, Galahad, Guenièvre, et ainsi de suite. Le film a un assez bon casting, quelques acteurs célèbres d'époque sont ici, comme Cliff Owen, Keira Knightley, et d'autres. L'intrigue est assez simpliste. Il n'y a pas de vraie surprise ici, mais bien sûr, de nombreuses batailles. En ce qui concerne la précision, comme vous pouvez l'imaginer, le film étant basé sur la légende arthurienne, n'a pas à respecter les faits historiques. Mais bien sûr, il commet l'erreur que presque tous les films sur la fin de l'Empire romain font. Il se trompe complètement sur les vêtements civils et l'équipement et l'armure des soldats romains. Car ce n'est pas à quoi aurait ressemblé un soldat du Comitatus romain tardif ou l'Imitanei du début du 5e siècle. Ce type d'équipement aurait été plus précis 400 ans plus tôt. Mais une fois de plus, beaucoup de films se trompent là-dessus. Le film présente des inexactitudes historiques, comme le retrait des troupes romaines de la Royaume-Uni en 452 après J.C. 50 ans après la réalité qui s'est produite en 407 après Jésus-Christ, à cause de l'usurpation de Constantin III. Donc, en somme, le film n'a ni précision historique, ni surprise intéressante ou thème fascinant, et c'est essentiellement juste un film d'action assez simpliste, avec de nombreuses scènes de bataille. Il a donc à peine réussi à figurer sur la liste. C'est un film italien de 2010 qui raconte l'histoire de la vie d'Augustin d'Hippone, le célèbre père de l'Église, qui a écrit « La cité de Dieu » et qui était évêque de la ville d'Hipporigius, dans la province romaine d'Afrique proconsulaire à l'ouest. Ce film en 2 parties est assez intéressant car il a des décors vraiment impressionnants. La reconstruction des villes impériales occidentales de cette époque est assez bien faite, je dois dire. Mais bien sûr, comme nous nous y attendons de la plupart des films sur l'histoire romaine, la tenue des Romains de la fin est tout à fait incorrecte. Les soldats portent toujours des casques de Gaule, des armures de combat, l'Aurica segmentata et le pilum, et ce film se déroule sur quelques décennies autour de l'année 400 après Jésus-Christ. À cette époque, les soldats romains avaient un équipement complètement différent, comme je l'ai discuté dans cette vidéo ici. Mais la tenue des civils est également fausse, elle est beaucoup trop extravagante, et il y a beaucoup trop de toges, alors qu'en réalité la toge n'a jamais vraiment été populaire comme tenue de tous les jours, et encore moins à la fin de l'Antiquité. Nous ne voyons pas une seule tunique de style tardif, painula ou chapeau pileus panonicus dans tout le film, ce qui est décevant pour un film qui prétend être historiquement précis. D'autres choses et détails sur Augustin d'Hippone sont également tout à fait faux, et le film laisse commodément de côté les actions antipaïennes agressives d'Augustin, qui ont conduit à des émeutes généralisées à Carthage en 404 où 60 personnes sont mortes, ou comment il a ordonné la destruction et la profanation de nombreux temples, sanctuaires et statues païens, ce qui est également commodément omis afin de le présenter sous un jour positif, car après tout, n'est-il pas un saint? La valeur de divertissement est passable, mais le rythme est assez lent, et je l'ai trouvé franchement assez ennuyeux par moments. Mais il a des thèmes intéressants et de bons éléments de décor, et donc il pourrait aussi être bien pire, donc pour moi c'est un peu mieux que le roi Arthur. Bien avant que Gérard Butler ne joue le légendaire roi Léonidas dans le film 300, il a effectivement aussi joué Attila le Hun. Quel choix de casting plus étrange pourrait-on imaginer pour le fléau de la Terre? Qui Gerard Butler? Mais qui brille vraiment dans ce film, c'est Powers Booth, dans le rôle du légendaire Magister Miltum Flavius Aetius. Malheureusement, comme vous l'avez peut-être deviné, l'exactitude historique n'est pas le point fort de ce film. Oui, les personnages historiques existaient. Aetius Attila, même Valentinien III, est présent.
ainsi que sa mère Galla Placidia. Mais c'est déjà là que se termine l'exactitude historique. Les soldats romains ressemblent à ceux de la fin de la République 500 ans plus tôt. La tenue des Romains est bien sûr aussi complètement déplacée. Puis les complexités de l'époque sont simplifiées à l'extrême, et il y a juste tellement d'erreurs ou de choses qui étaient tout simplement complètement différentes de la façon dont tout cela s'est vraiment passé. Et pourtant, je me retrouve quand même à apprécier ce film. Probablement parce que, même s'il est historiquement rempli d'erreurs ou d'inexactitudes, ce film a quand même un charme étrange. Si l'on fait abstraction des inexactitudes flagrantes, il est plutôt amusant de voir Gérard Butler en Attila le Hun et Powers Booth en Flavius Aetius. Et si vous êtes un passionné de Rome, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populusque Romanus est en train de créer. Ils ont des bagues de légionnaires, ils ont des bagues avec différents thèmes, ils ont même des pièces, des statues, des pendentifs, des attributs et des terres cuites. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est vrai, ce sont vraiment des objets de haute qualité faits à la main. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment très impressionnant. Numéro 7. La chute de l'Empire romain. D'accord, normalement je ne mettrai pas un film aussi ancien de 1964 sur la liste ici, mais celui-ci est différent. Je devais le faire, parce que ce film a sans aucun doute certaines des scènes les plus incroyables de tous les temps. Maintenant oui, techniquement, je ne devrais pas vraiment mettre le film ici, parce qu'il se déroule pendant le règne de Commode, donc techniquement, ce n'est pas encore la fin de l'Empire romain. Mais c'est quand même un départ rafraîchissant de toute l'obsession et l'accent mis sur César et Auguste par Hollywood. Donc c'est toujours bien qu'ils aient choisi cette période. Bien sûr, ici aussi, nous ne devrions pas espérer une précision historique exceptionnelle. En fait, le film s'écarte beaucoup des événements réels. Par exemple, Marcus Aurélien dans cette version ne nomme pas Commodus comme son successeur, et nous savons qu'en réalité, Marcus Aurélien a nommé son fils co-empereur, empereur déjà en 176 après Jésus-Christ, et d'autres inexactitudes de ce genre abondent dans ce film comme on peut l'imaginer. Mais là où ce film brille vraiment, c'est l'incroyable décor du Forum Romanum. Ils ont en fait reconstruit l'ensemble du Forum Romanum pour ce film sur une superficie de 92 000 mètres carrés, ce qui compte toujours comme l'un des plus grands plateaux de cinéma jamais construits. En général, les décors de ce film sont exceptionnels, et donc je vais passer outre certaines des faiblesses. Maintenant, bien sûr, le film est plein de kitsch cinématographique des années 60 et d'acting de style des années 60, mais c'est précisément pour cette raison qu'il y a une certaine valeur de divertissement nostalgique, et donc je me retrouve à aimer ce morceau d'histoire du cinéma classique. 6. La dernière Légion. Voici un film intéressant, car il se déroule pendant les derniers jours de l'Empire romain d'Occident, et tente de le lier à la légende d'Arthur. Il est quelque peu librement basé sur le livre du même titre de Valerio M. Manfredi. À la différence du précédent roi Arthur, l'intrigue se situe environ 70 ans plus tard, après la destitution du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustus. Nous, les Romabous, savons que Jules Napos était le dernier empereur romain d'Occident légitime, mais ne soyons pas trop stricts. Le film a un casting assez bon. Colin Firth, en tant qu'Aurélien Ben Kingsley, en tant qu'Ambrosinus parmi d'autres visages bien connus. À mon avis, ce film fait un bon travail pour lier les racines romaines à la légende d'Arthur, même si bien sûr, ne vous attendez pas à beaucoup de précisions historiques. Encore une fois, comme dans tant d'autres films, les robes et les tenues des Romains sont déplacées, et bien sûr, comme si souvent, les soldats romains tardifs ressemblent à ceux qu'ils auraient été des centaines d'années plus tôt. Vous chercherez en vain une lorica squamata, un casque à crête, un bouclier ovale ou un spiculum. Bien sûr, l'histoire est fictive, donc des inexactitudes historiques se produisent, mais au moins le film essaie de relier des événements de l'histoire romaine tardive, comme l'usurpation d'Odoacre qui joue également un rôle dans ce film. J'ai globalement apprécié ce film. Sérieusement, ce n'est pas si mal, et si nous passons outre les inexactitudes, alors il a une certaine valeur de divertissement. La British Broadcasting Corporation a produit une série en 6 parties sur l'ascension et la chute de l'Empire romain en 2005 et 2006 appelée, Ascension et chute d'un empire.
Ce ne sont pas strictement des films, mais des docudramas, moitié film, moitié documentaire narré. Mais ce format fonctionne, et est au moins pour moi, et probablement pour d'autres fans de l'histoire romaine tardive, tout à fait excellent à regarder. Un des épisodes de ce docudrama de la British Broadcasting Corporation raconte comment Constantin est monté au pouvoir et est devenu le seul empereur de l'Empire romain. Maintenant, même un film de style documentaire n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Et ici aussi, nous trouverons quelques inexactitudes ou exagérations historiques. Bien sûr, Maxence est dépeint comme un tyran idiot et cruel. C'est triste que la British Broadcasting Corporation soit tombée dans ce vieux cliché, car nous savons maintenant que presque toutes nos connaissances sur Maxence sont basées sur la propagande ultérieure de Constantin, qui le dépeignait comme un tyran sanguinaire et stupide. Apparemment, la propagande de Constantin a si bien fonctionné que la British Broadcasting Corporation y a succombé. De plus, le meurtre du fils de Constantin Crispus et de sa femme Fausta est commodément omis. Mais dans l'ensemble, cet épisode de docudrame obtient au moins correctement l'équipement des soldats. Cotte de mailles, casque d'Attique et boucliers ovales, au lieu des anciennes légions d'avant la crise du IIIe siècle. Aussi Pilius Pannonicus sympa. Donc en ce qui concerne la tenue, elle fait certaines choses correctement. Les acteurs, bien que moins connus, sont excellents et font un travail incroyable. David Trelfall en tant que Constantine brille absolument. Eh bien, l'histoire est captivante, parce que nous savons que la réalité écrit parfois des histoires mieux que la fiction. C'est un autre drame documentaire de la British Broadcasting Corporation, cette fois de la série Héros et Vilains. Cet épisode particulier traite d'Attila le Hun, de l'époque de son invasion de l'Empire romain d'Orient, au début des années 440 après Jésus-Christ, jusqu'aux conséquences de la bataille des plaines cataloniennes en 455. Maintenant, ce drame documentaire est vraiment bien fait. Nous voyons des reconstitutions assez incroyables de Constantinople au milieu du 5e siècle qui sont stupéfiantement bien faites et quelque chose que j'ai toujours voulu voir. Ensuite, les costumes et l'équipement militaire de cette époque sont également vraiment précis. L'empereur Théodose II porte un vêtement précis, le paludamentum et la fibule, exactement comme on peut le voir par exemple sur le disque de Théodose. Ils ont donc vraiment fait leur devoir ici, où les soldats à la bataille des plaines catalanes portent un équipement qui aurait été assez similaire à à quoi les légions comitatensis de l'Empire romain occidental tardif auraient pu ressembler. Certes, Aetius porte une armure semblable à celle d'il y a 200 ans, mais dans d'autres CA, ils sont de nouveau très précis. Pilius Pannonicus encore ici, tunique romaine tardive ici, pas lourde là, vraiment bien. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'était Attila le Hun lui-même. Attila avait probablement des traits faciaux asiatiques, mais l'acteur ne ressemble pas du tout à cela. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas très précises. Par exemple, le rôle de Théodoric II dans la bataille des plaines catalanes est complètement omis, afin d'augmenter le rôle d'Aetius. Mais dans l'ensemble, c'est toujours vraiment bien fait et divertissant. Numéro 3. Gladiateur. Allez les amis, celui-ci devait être. Maintenant, bien sûr, comme dans le cas de la chute de l'Empire romain strictement parlant, ce n'est pas le dernier empire romain dont nous traitons ici, mais c'est au moins le dernier empire romain 200 ans après César ou Auguste. Ce film est probablement le plus célèbre de la liste. Il a connu un énorme succès lors de sa sortie au cinéma en 2000, et donc probablement je n'ai pas besoin d'en dire trop sur l'intrigue. Mais bien sûr, il y a quelques inexactitudes flagrantes. Mais après tout, c'est une histoire fictive. Comme la chute de l'Empire romain Marc Aurèle, ici aussi, ne veut pas que Commode devienne empereur, nommant à la place le tribun Maxime comme son successeur, ce qui déclenche une énorme chaîne de réactions. En réalité, bien sûr, nous savons que Marc Aurèle a fait exactement le contraire. Il voulait que son fils lui succède sur le trône. Il semble que les gens veulent simplement croire que Marc était toujours un empereur sage et noble, mais la réalité est que même les meilleures personnes font parfois les pires erreurs. C'est simplement la nature humaine. Il y a bien sûr d'autres inexactitudes. Par exemple, ne vous attendez pas à une représentation réaliste de la ville de Rome de cette époque. Les rues et les forums dans certaines prises semblent super exagérés en CE qui concerne leur taille. Bien sûr, Rome était monumentale, mais ces structures imposantes sont hollywoodiennes et déjà trop exagérément monumentales et vraiment pas historiquement précises, mais au moins ils ont assez bien réussi le Colisée. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les acteurs. Ils sont super célèbres et ont fait un travail incroyable.
Donc, ce classique de Ridley Scott est un incontournable pour tous les fans d'histoire romaine. Numéro 2. Agora. Agora est l'un de ces films assez méconnus, ce qui est triste, car c'est probablement le meilleur film jamais réalisé sur la fin de l'Empire romain. Le film se déroule de 391 à 415 après Jésus-Christ, donc sur une période assez longue, mais ces 20 années et plus sont condensées en une seule intrigue continue. Il est rare de voir des films se dérouler à la fin de l'Empire romain, c'est donc déjà un très bon et agréable changement par rapport à l'obsession habituelle d'Hollywood pour Jules César. Il raconte l'histoire des émeutes religieuses qui ont éclaté à Alexandrie en l'an 391 après Jésus-Christ, qui ont culminé avec la destruction du Sérapion d'Alexandrie par une foule de chrétiens fanatiques des premiers temps. Il raconte également la triste histoire de comment le christianisme primitif a mis fin aux traditions millénaires du polythéisme gréco-romain et comment les anciens temples de l'Antiquité ont été fermés et ont commencé à tomber en ruine. Il réussit vraiment beaucoup de choses, mais bien sûr, il est parfois surdramatisé. Et malheureusement, ils ont injecté une intrigue amoureuse inutile dans le film, qui à mon avis n'avait vraiment pas besoin d'être, et qui est parfois assez gênante. Pourtant, malgré cela, je dirais que le film est historiquement assez précis. Maintenant, certes, les costumes ne sont pas parfaits. Ici aussi nous voyons des soldats romains qui sont complètement déplacés, portant une armure Lorica segmentata, un casque de Gaule et même des pilas d'au moins 200 ans plus tôt. Mais malgré cela, l'ambiance générale et l'atmosphère de l'Alexandrie antique tardive sont très bien capturées. Je pense que c'est à quoi ressemblait Alexandrie autour de l'année 400 après Jésus-Christ. Les acteurs font un très bon travail. L'histoire est captivante malgré le thème d'amour forcé. Et donc, dans l'ensemble, je pense que c'est un excellent spectacle pour quiconque s'intéresse à l'histoire romaine tardive. Numéro 1. British Broadcasting Corporation montée et chute d'un empire. La chute de Rome. C'est mon favori personnel, mais bien sûr, nous savons tous que les notes de film sont vraiment très subjectives. Et donc, vous pourriez bien sûr avoir un autre favori personnel. C'est le dernier épisode du docudrame en 6 parties de la British Broadcasting Corporation dont j'ai parlé précédemment, traitant de l'ascension et de la chute de l'Empire romain, et cet épisode particulier traite des événements autour du sac de Rome en 410 après Jésus-Christ par les Wisigoths. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cet épisode particulier de docudrame a atteint la première place de mon classement personnel. Tout d'abord, il est étonnamment précis. Sérieusement, on voit rarement quelque chose d'aussi précis. Ils parviennent même à bien rendre certains détails assez méconnus, tels que la manipulation d'Honorius par Olympius, la chute de Stilicho et ses implications, le pogrom contre les peuples germaniques à Rome, le traitement injuste d'Alaric, la tenue et l'équipement militaire des soldats de cette époque. Ils ont ensuite une reconstitution impressionnante de l'ancienne Rome. Nous voyons quelques décors intéressants de Rome pendant le sac lui-même. Mais le plus important, les personnages sont assez réalistes. J'aime vraiment comment ils ont peint Alaric en tant que conquérant réticent, contraint à l'action par les actions mal avisées d'Honorius, ou plutôt son ministre Olympius, ce qui bien sûr culmine tragiquement dans le sac de Rome, où l'épisode montre de manière impressionnante qu'il n'y avait pas de vrai gagnant ici. Honorius est également brillamment représenté, et je pense que c'est une représentation très précise de ce qu'était probablement Honorius. Un homme insécurisé qui était très surchargé par le travail d'empereur romain de l'Ouest en ces temps difficiles et qui aurait probablement souhaité avoir un autre travail et dont l'insécurité a rendu possible d'être influencé par des ministres puissants comme Olympius, c'est bien sûr assez brutal à regarder parce que, Rome est saccagée et nous pensons environ 10 fois que cela aurait pu être évité si de meilleures décisions avaient été prises. Mais hélas, c'est ainsi que l'histoire s'est déroulée et nous ne pouvons pas la changer. Mais ce dernier épisode de la série docudrama de la British Broadcasting Corporation est pour moi la représentation la plus précise de la fin de l'Empire romain. Il a une précision historique et une bonne valeur de divertissement, et est donc un incontournable pour tout fan de l'histoire romaine tardive. J'espère que plus de documentaires ou de films seront réalisés sur cette période fascinante. J'aimerais vraiment voir un film sur Majorien ou sur Bélisaire dans les guerres gothiques. Nous pouvons toujours rêver, et peut-être qu'un jour nous verrons ces choses, lorsque, espérons-le, l'industrie du cinéma se rendra compte qu'il y a plus dans l'histoire romaine que simplement Jules César. Ne vous méprenez pas, j'aime César comme tout autre Romabou, mais je pense que nous avons déjà suffisamment exploré cette époque, et une exploration plus approfondie de la fin de l'Empire romain serait très bien accueillie par de nombreuses personnes à travers le monde.
Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines sur la fin passionnante de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Je tiens à remercier notre nouveau supporter, César Craig Miller. Merci beaucoup Craig pour ton soutien si généreux à cette chaîne. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup mes amis. Et si vous êtes intéressés à en savoir plus sur un autre sac de Rome beaucoup moins célèbre, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre quels dégâts les sacs ont causés à Rome, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amateurs d'histoire romaine. Je vous remercie et bienveillance.